It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour de brocante. Regardez, vous l'avez compris évidemment, nous sommes en Normandie. Juste derrière moi, il y a le village de Bagnoles de l'Orne. En face, de l'autre côté, c'est Saint-Michel-des-Andennes et entre les deux, eh bien, nous avons une route de 3 km qui ce week-end est entièrement dédiée à la brocante. 600 exposants sont venus, ils attendent près de 50 000 visiteurs. C'est ici que nous allons passer la journée, il y a plein de choses à voir. Alors d'abord évidemment le sommaire et ensuite on se retrouve là. Je vais peut-être rester encore 2 minutes avec mes copines les vaches. Bienvenue chez Florence, au paradis des petites filles. Cette Normande a amassé une collection de plus de 350 landaux où se mêlent aussi bien les jouets anciens que les poussettes des années 40. Une vraie remontée dans le temps à une époque où c'est à vélo que l'on promenait les enfants. Donc c'était une belle invention, je trouve, pour pouvoir partir avec les parents sans avoir de voiture automobile. Jour de brocante a suivi Tristan Baria sur les routes de Normandie. Depuis 27 ans, ce brocanteur sillonne la région à la recherche d'objets populaires. Aujourd'hui, il va nous apprendre à chiner comme des pros des éventails du 19e, une marotte, mais aussi des objets typiques de la région, les moules à beurre. On mettait le beurre à l'intérieur, on tassait et il y a un petit dessin dans le fond qui marquait la mode de beurre. Nous avons assisté à une journée d'expertise exceptionnelle au château de Trousset, dans la Loire. Le commissaire-priseur Philippe Rouillac a rendez-vous avec l'histoire de France et avec le baron Stanislas de Sainte-Marie qui va vendre une partie de son mobilier aux enchères. Au programme de la vente, cette somptueuse armoire strasbourgeoise qui a plus de 300 ans. Mais aussi un cadeau officiel d'un président de la République. Cadeau présidentiel de René Coty. La simple couleur nous indique que c'est le bleu très soutenu, le bleu de Sèvres. Pascal et sa femme nous accueillent en Basse-Normandie, dans leur maison d'hôte, chez nous autres. Insatiable chineur, Pascal collectionne tout. Mais ce qui l'amuse avec la brocante, c'est surtout d'inventer sa propre déco. C'est moche, mais on cache. Et qu'est-ce que j'ai fait? Des petits encadrements de tableaux. Au moins, c'est de l'allure. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Églantine qui nous attend pour chiner sur la foire des Andennes. Vous savez que les Anglais adorent la Normandie. Beaucoup même se sont installés dans la région. Comme Suzanne, la brocanteuse qu'on va voir maintenant, qui est ici depuis plus de 25 ans et qui ne propose que des objets made in British. Tout est chiné directement en Angleterre. Alors si vous êtes prêts, come on with me. Bonjour Suzanne. Bonjour Églantine, Comment allez-vous? ça va bien, merci. C'est bien le style auquel je m'attendais, hein, le côté british, c'est la porcelaine très fleurie. Oui, ça c'est l'époque victorienne. Victorienne, c'est deuxième moitié du 19e, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très orné, il y a beaucoup de décorations là-dessus. C'est comme ça qu'on reconnaît l'époque victorienne. Hein. Chez vous, évidemment, il y a un service à thé, Suzanne. Oui, 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 oui. C'est quoi la spécificité alors de la porcelaine anglaise? Je crois qu'elle est différente de la nôtre. Oui, donc en fait, là c'est du bone china. Du bone china. Oui, Alors bone en anglais ça veut dire os et china en anglais ça veut dire porcelaine. oui, c'est ça. Si en dessous de votre vaisselle vous lisez bone china, pas d'inquiétude donc. Cela signifie juste qu'il s'agit de porcelaine anglaise dans laquelle de la poudre d'os a été ajoutée afin de la rendre plus blanche. Les gens, j'imagine, ils regardent et ils voient China, mais quand même made in England. Oui,
Mais ils confondent les deux. Ils quoi. confondent? Vous les remettez dans le droit chemin. Oui, c'est ça. Suzanne, vous avez là 3 types de services à thé différents, donc c'est tous des bonnes china, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y a des prix différents entre chacun? Non, je fais 65 € l'ensemble. Pour le hein. service complet? Oui. Ah, c'est pas cher du tout. De quand ils datent ces différents services à thé? Alors, celui-là, c'est les années 50. Ah Alors, oui, c'est vous voyez, beaucoup plus il y a tardif. 6 tasses, 6 soucoupes, 6 petites assiettes à gâteau. Et puis là, la grande assiette, c'était pour mettre les sandwichs. Les sandwichs, vous mangez les sandwichs en même temps que les pâtisseries? Oui, et à le 4 thé? heures de l'après-midi. Est-ce que vous-même, vous êtes une buveuse de thé, Suzanne? Non, pas moi. Je n'ai jamais bu du thé. C'est vrai? C'est possible, ça, une Anglaise qui ne boit pas de thé? Oui, je suis unique. London calling to the faraway towns. Now war is declared. Ah oui, Très merci. bonne journée. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the... Chaque semaine, un commissaire-priseur nous invite à le suivre lors d'une journée d'expertise gratuite. D'habitude, ce sont les particuliers qui viennent à lui afin de faire déterminer la valeur de leurs objets. Eh bien, cette semaine, c'est notre commissaire-priseur qui se déplace. Nous allons retrouver maître Philippe Rouillac au château de Troussé, un des plus beaux châteaux de la Loire. La plupart des objets et des meubles qui s'y trouvent sont en vente. Expertise exceptionnelle. Nous sommes en Touraine, sur les bords de la Loire. À quelques kilomètres des châteaux de Blois et de Cheverny, le plus petit des châteaux de la Loire nous a ouvert ses portes. Bienvenue au château de Troussé. Bâti à partir de 1450, le château n'a cessé d'être rénové au cours des siècles. C'est d'ailleurs au XIXe qu'il se dotera de ses tourelles. Le baron Stanislas de Sainte-Marie et sa fille Isaure nous accueillent dans leur illustre demeure quelques jours avant une journée exceptionnelle, la vente aux enchères d'une partie de leur collection de meubles et d'objets. Qu'est-ce que tu veux jouer avec moi? Chaque membre de la famille a fait son choix. Pour Isaure, le seul objet qu'elle regrettera, c'est ce cheval en bronze qui lui appartient depuis l'enfance. Faut prendre ce que l'on aime le mieux. Ça, c'est un cheval en bronze dont j'ai hérité du côté de ma mère. Il y avait un haras dans la région parisienne. D'époque Napoléon III, c'est un prix. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup. Une vente teintée d'émotion, car ici, chaque meuble est un morceau du patrimoine familial, mais aussi de l'histoire de France. Papa était fils unique. Oui, très Il important. a hérité de parents qui avaient plusieurs propriétés. Ma mère, ils étaient 6 enfants, 2 religieux, 2 célibataires et un seul Très marié juste. qui a eu le château de famille. Donc on a hérité de beaucoup plus de meubles. Très très juste. Ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons Crésus, mais nous croulions vraiment sous les meubles. Pour cette vente aux enchères hors du commun, le baron a fait appel à Philippe Rouillac, commissaire-priseur dans la région et ami de la famille. Voulez-vous vous donner la peine de rentrer? Après, vous en prie. Ah non, c'est à vous. Vous êtes invité. Aujourd'hui, nous avons le privilège de suivre Maître Rouillac, venu expertiser quelques objets en vue de la prochaine vente aux enchères. Ici, tout ou presque est historique. Vous avez une pièce exceptionnelle. Ah, Montrez-moi oui. ça. Alors, je crois comprendre que c'est une pendule d'origine très ancienne, mais que c'est une reproduction. Oui, mais enfin, intéressons-nous quand même à ce qu'il y a de positif. C'est ça, voilà. C'est en bronze, doré, qui a été doré avec une galvanoplastie. C'est un procédé plus économique au XIXe siècle. Par rapport à... On trempe la pièce dans un bain d'or et elle ressort avec éclat. Là, eh bien, l'usure du temps, naturellement, lui a donné sa patine. Elle a à la fois une complexité horlogère importante, parce que non seulement elle indique les heures, les minutes, mais aussi les calendriers, les signes du zodiaque et toutes les constellations. Donc c'est une pendule astronomique extrêmement rare. Une horloge avec plus de 9 cadrans et riche en ornementation. Philippe Rouillac détaille toutes les allégories de la pendule. Cette figure avec l'aigle, exactement. Une faux pour le temps, et derrière, nous continuons avec la cette même femme. richesse. Oui, même richesse. Exactement. Elle porte des fleurs
et elle va donner manger à son petit singe. Oui, ah, en effet. Le petit singe. Et enfin, la quatrième figure, avec son sabre, elle dresse les escargots. C'est le travail d'orfèvre. Oui. Donc, le copieur était un artiste. Et comment? Et il a dû travailler devant l'original. Ah, c'est ça. Et vous la datez de quelle époque exactement? Maître Rouillac inspecte toutes les inscriptions et trouve la date. Ou au moins de quelle Ici, période? Regardez. 1562. Voilà. Des horloges pensées et construites dans la Loire, extrêmement prisées au XVIe siècle. Une pendule valait plus cher que 4 ou 5 chevaux. Une petite montre. Alors une grande pendule comme ça, elle était déjà dans une grande maison. Ah, bah, je comprends. Un très bel objet que Philippe Rouillac estima 2000 € avec peut-être une surprise. Cette petite pièce de prestige se mêle au sein du château à du mobilier plus imposant. L'un des meubles les plus majestueux mis aux enchères se trouve dans la salle à manger. Il s'agit de cette armoire massive qui aurait appartenu à la famille de la mère du baron. Nous pensons qu'il vient du côté de la Mare. Vous savez que ma mère s'appelait Elisabeth de la Mare de Monchaux. Et les de la Mare étaient une famille du nord de la France. Donc ceci correspond assez bien à leur origine géographique et aux choses importantes qu'ils avaient dans des locaux importants. Une armoire strasbourgeoise construite il y a plusieurs siècles. Donc nous sommes fin 17e, tout début 18e, nous sommes de l'époque Louis XIV. Oui, tout à fait. Le rattachement de l'Alsace, Artois, par le roi Soleil. Et splendide avec ses enroulements, ses acanthes stylisées qui se rejoignent, c'est très élégant. Et regardez ses pieds sont encore très Louis XIII. Oui. C'est des pieds qu'on dit miches, cannelés. Là on a des pieds très 17e. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas là d'une simple armoire, mais de l'ancêtre du coffre-fort, comme en témoigne la serrure. Mettez des affaires précieuses dedans, de l'argenterie. C'est ça. De la monnaie, bien entendu, etc. Et vous avez un plaquage de noyer qui est sur du bois de caisse, qui est du serpin. Mais l'extérieur, en revanche, est somptueux. L'extérieur est extraordinaire. Là, on joue avec les couleurs à travers des essences de bois différentes. Bois clair, bois foncé, branches, troncs, racines. On a les 3 composantes d'un arbre. C'est rare. Les autres meubles que l'on voit, cette petite commode rustique, ce sont les branches. Oui, c'est ça. Hein? Alors, ici, branches, racines et quoi? Vous avez le tronc. C'est pour ça que ça donne cet aspect veiné, vous voyez? Parce qu'à partir de chaque, il y a une branche qui partait. C'est pour ça que vous avez comme ce nœud-là, vous voyez? Donc les nœuds sont un motif de décoration. Et chaque partie de l'arbre donne un motif différent. Si les colonnes sont issues du tronc, les panneaux viennent eux des racines, une partie également appelée la souche. Et vous vous rendez compte déterrer un arbre pour prendre ses racines? Les racines, c'est comme ça. Il faut les débiter et en parfait état, à la cire d'abeille. Ah ben ça, je peux vous dire que les meubles d'ici, on les entretient. Ceux qui ne sont pas entretenus, ils ne viennent pas de chez nous. Estimez ça autour de 8-10 000 €. C'est une superbe armoire en parfait état. Une pièce de choix pour les collectionneurs, pour peu qu'ils aient de l'espace chez eux. Mais tous les objets de la vente ne sont pas aussi imposants, comme en témoigne cette mallette. Alors cette mallette, c'est un coffret d'un service de porcelaine de Sèvres qui a été offert par le président Coty, président de la République, au frère de mon père, qui était ambassadeur, pour l'honorer des services qu'il avait rendus en ce qui le concernait à la République. Beau cadeau, et déjà sans y toucher, la simple couleur nous indique que c'est le bleu, un bleu très soutenu, le bleu de Sèvres. Voilà. Une paire de tasses, une verseuse, un pot à lait, et ça, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le sucrier. Voilà. Oh, regardez à l'intérieur. Ah oui, c'est magnifique ça. Et derrière, énormément de marques. La manufacture de Sèvres, elle a été créée par la marquise de Pompadour. Oui. En 1756. Et pour honorer le roi, on a mis des L. Ah oui, bien sûr, Louis. Vous avez les 2 L entrelacés. En hommage au roi Louis XVI. Alors en dessous, manufacture nationale et dorée à Sèvres. Parce que c'est une manufacture qui est tellement importante qu'elle sous-traitait. Ah oui. Et là, ces pièces-là, pour le corps diplomatique, pour le président de la République, tout était fabriqué à Sèvres. Oui, donc ça n'a pas été sous-traité. C'est important. Et on connaît même le doreur
Regardez. Qui a signé la pièce avec le numéro 4863. À côté, une autre petite marque bleue correspond à la signature du modeleur. Tout a été fait à Sèvres. Le modelage, la cuisson, la couleur et la dorure. Donc ça lui rend un plus grand intérêt. Donc, le grand raffinement, je trouve, c'est les feuilles à l'intérieur. Tout à fait, c'est ce que j'étais en train de On penser. retrouve sur le bleu absolument. qui sont là à l'intérieur, Absolument. avec toutes les pièces marquées. Oui, oui, c'est ça. Un cadeau classique des présidents de la République lorsqu'ils sont en déplacement. Un service de cette nature de Sèvres, ça vaut autour de 800 à 1000 euros. Là, nous avons cadeau présidentiel de René Coty. Si c'était le général de Gaulle, je pense qu'il y aurait une plus-value. Conseil d'expert. Le bleu de Sèvres se reconnaît à sa profondeur unique qui lui est conférée par l'application manuelle au pinceau de ses différentes épaisseurs. Le château de Trousset, digne d'un conte de fées, s'est vu doté au cours du XIXe siècle du hérisson, symbole du roi Louis XII, sur sa façade. Un hommage à l'histoire des châteaux de la Loire. À l'intérieur, Philippe Rouillac continue l'expertise exceptionnelle des objets du baron Stanislas de Sainte-Marie. Il s'arrête sur ces deux anciennes boîtes de jeux. Le Boston. J'ai beaucoup entendu parler de Boston, mais je ne sais pas comment ça se joue. Un jeu de cartes proche du bridge qui tient son nom de la ville de Boston, aux États-Unis. Donc c'est un coffret qui est en bois de plaquage de palissandre. Oui, c'est joli, n'est-ce pas? Qui est un bois exotique, avec des veines noires. En revanche, le bois clair de la marqueterie et du citronnier, très utilisé à l'époque de Charles X, ce qui date la boîte du début du XIXe siècle. C'est Charles X, ça? Oh, probablement. L'intérieur est aussi en citronnier en bois clair. Il joue avec des cartes, des points. Ça fait travailler les ménages et la gymnastique mathématique. Puis nous avons surtout les jetons. Qui sont en quoi? En os? Oui, plus que l'ivoire, vous avez raison. On différencie l'os de l'ivoire, où l'os est avec des fibres noires, alors que l'ivoire est blanc. Et l'ivoire est satiné, alors que l'os, vous sentez... l'os est plus brut. L'ivoire, c'est de la soie. Et là, on sent... Hein. Vous m'expliquez là des différences que je ne connaissais pas, mais qui sont extrêmement subtiles et intéressantes. Dans l'autre boîte, pareil. Regardez comme c'est joli, c'est dufteux. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est Napoléon III. Une boîte de jeu plus récente que la première, elle date de 1850. On voit le Napoléon III avec le peluche. Oui, absolument. Absolument. Peluche. Ça rappelle tout à fait ça. Des ombrelles, des dames. Tout à fait. Et des couleurs jaunes, Et alors là, c'est en os ou en ivoire? Et l'expertise des jetons va cette fois-ci se faire à deux. Oui, c'est mieux. N'est-ce pas, c'est mieux? Enfin, d'après ce que vous m'avez dit. C'est de l'ivoire, ça. J'applique consciencieusement ce que vous m'avez appris. Dis tout, on le retrouve ensemble. Des boîtes très différentes, d'où un réel écart de prix au moment de l'expertise. Vous pouvez compter 300, 400, ici 150, 200. Donc c'est toute une évocation de divertissement, une société... C'est en général le soir après dîner. Voilà. Les hommes allaient au billard, les femmes rentraient au salon, et les plus jeunes jouaient au Boston. Dans chaque recoin, des vestiges des siècles passés. Et au détour d'un regard... Là, vous avez des sièges qui sont curieux. Moi, c'est la deuxième fois en 30 ans de métier que je vois ça. Ça a toujours été dans la famille de ma belle-mère. Il n'y en a pas d'autres dans le Val-de-Loire, dans toutes les propriétés. On peut penser que c'est simplement un siège pour s'asseoir. Absolument, mais ça fait prix Dieu. Mais ça fait prix Dieu, c'est un meuble dit à combinaison, un meuble à mécanisme. Et ainsi, vous pouvez suivre dignement la Sainte Messe. Des meubles travaillés d'une manière sobre et sans fioriture, cirés à la capucine. Une espèce de cire que l'on met sur le bois naturel et qui lui donne son caractère soyeux. Hein. C'est pas sec, c'est pas raide. Non, mais c'est soyeux, c'est exactement le terme. Des prix Dieu exceptionnels du XVIIIe siècle que Maître Rouillac reconnaît grâce au montage. Un meuble du XVIIIe n'a pas de pointe, n'a pas de boulon, n'a pas de vis. Tout est assemblage bois à bois. Il n'y a pas de colle. Et là, vous voyez que le montage a été fait avec des chevilles, des tenons, des mortaises et même des pièces après qu'on a remplacées. Mais pour ces objets très spéciaux, il est difficile même pour notre commissaire-priseur d'établir une cote. On n'a pas d'indice de comparaison au point de vue prix.
Vous savez, un commissaire-priseur, c'est en fonction d'une banque de données, ce qu'il a vendu, de ce qu'il sent. Mais d'une cote, d'un barème, là, il n'y en a pas. C'est une vente aux enchères, à la grâce de Dieu, pour les prix Dieu. C'est le cas de le dire. Tout le château regorge de souvenirs qui ont accompagné au quotidien le baron, comme cette garniture de cheminée qu'il a eue dans sa chambre pendant des années. Alors ce que je peux vous dire comme précision, c'est qu'elle marche bien. Le mouvement a été réparé et on peut la mettre à l'heure, elle marche parfaitement bien. Ah, ouais, c'est un plus. On a à la fois le bronze pour le bougeoir, le réceptacle qu'on appelle le binet, et le marbre est jaune, hein, c'est un très beau jaune, un marbre italien. Ces deux bougeoirs sont assortis à une pendule borne, qui doit son nom à sa forme rectangulaire, surmontée d'une sculpture très connue. Elle est surmontée du cheval de Marly. Alors voilà. Marly, c'est les écuries du roi, et à l'entrée, il y avait deux palefreniers, un asiatique et un africain. Ah bon? Et ils tenaient les chevaux cabrés. Et celui-là, nous avons... Et vous avez l'asiatique et l'africain? Ça, c'est africain, ça. C'est pas l'asiatique. Et ça a été transféré où? Place de la Concorde. Ah, voilà. Et quand vous êtes l'obélisque derrière vous, et que vous remontez les champs, à droite, à gauche, vous avez les chevaux de Marly. Absolument. Les originaux sont au Louvre, et on en a fait une reproduction. Donc, ça, c'est une petite réplique en bronze qui a été faite sous Charles X. Et le cadran est argenté, signe de qualité. Regardez, est-ce qu'on l'entend sonner? C'est reparti. Le carillon retentit, il ne reste plus qu'à la remettre à la bonne heure. Si vous aviez cette pendule borne sans le cheval, seule, elle ferait 200 €. Avec le cheval, on peut doubler. Et puis encore, il faut un autre coefficient parce que vous avez les bougeoirs. Les bougeoirs. Donc vous avez le mieux. La pendule borne avec un sujet très prisé, chevaux de Marly, Louis XV, la place de la Concorde, les Champs-Élysées, et sa paire de bougeoirs. Et en plus, si elle fonctionne. Une garniture de cheminée qui sera mise aux enchères à 500 €. Mille merci de cette visite, de cette découverte. Cher ami, c'est moi qui étais heureux de vous accueillir une nouvelle fois à Trousset. À bientôt, j'espère. Depuis cette journée d'expertise exceptionnelle, la vente aux enchères a eu lieu. La majeure partie des pièces a trouvé preneur et les prix se sont parfois envolés. Ainsi, l'armoire strasbourgeoise mise à prix à 10 000 € est finalement partie pour 20 000. Il n'y a que 2400 habitants dans la petite ville de Bagnols de l'Orne. Mais c'est sans compter les nombreux touristes qui y font escale, parce que c'est l'unique station thermale de l'ouest de la France et ses eaux tièdes ont la réputation de faire des miracles. Comme chaque semaine, j'ai trouvé mon objet mystère sur la brocante. Regardez, le voici. Ah, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous dire, pas terrible son objet mystère, c'est un pichet. Oui, c'est un pichet, mais pas tout à fait comme les autres. Regardez-le bien. Déjà, voyez ce qui est écrit sur ce pichet. Pour boire dans ce pichet, devinez son secret. Et évidemment, c'est pas si simple. Regardez-le bien. Il y a des trous partout. Alors, comment fait-on pour boire à un pichet sans se mouiller? Eh bien, c'est possible et c'est ça que je vous demande de trouver aujourd'hui. Je vais voir ici si les chineurs normands, eux, trouvent la solution. Vous penchez comme ça, puis voilà. Allez-y, montrez-moi. Voilà. Ah, ah pas si simple. Ouais. Ça marche pas. Non, ça marche. Avec une paille, mais bon. Non, pas le droit, la paille. Il y a un truc. Ah, peut-être, je vois pas. C'est un pichet mystère. Il y a un secret qui permet de boire avec. Ah, d'accord. Alors, je vous demande de trouver. Il n'y a pas de trous. Si, il y a des trous. Oui, mais... Pas que ceux-là, je vous assure. Comme ça, vous continuez, continuez jusqu'à ce que vous ayez de l'eau. Aïe, 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 catastrophe. Bon, visiblement, mes premières tentatives ne sont pas concluantes. Mais je retenterai ma chance tout à l'heure.
Il est temps de retrouver notre collectionneur de la semaine. Aujourd'hui, direction Saint-Aubin-de-Célon. Vous allez y faire la connaissance de celle que l'on surnomme là-bas Madame Landau. Florence arpente depuis plus de 10 ans toutes les brocantes pour y acheter ces magnifiques poussettes anciennes. Eh bien aujourd'hui, elle en possède plusieurs centaines. Une collection impressionnante à voir absolument. Nous sommes à Saint-Aubin-de-Célon, petite commune de 350 habitants en Haute-Normandie. Et la particularité ici, c'est qu'il y a plus de landaux que de villageois. Ils sont tous garés au même endroit, chez Pierre et Florence. Ça, il y a de la restauration. Depuis 10 ans, Florence collectionne des landaux d'enfants ou de poupées. Pierre partage sa passion. Ensemble, ils courent les brocantes à la recherche de nouvelles pièces. Attention, attention, c'est fragile. Leur passion est connue de tous. Aujourd'hui, ils reçoivent une surprise chinée par des amis aux États-Unis. Ah, il est superbe. Oh, un landau de poupée américain reconnaissable à sa forme particulière. Magnifique. Ça va où ça? Normalement, ça va derrière. On voit qu'il est ancien parce que regarde, l'osier était quand même sale. Et regarde les roues. Le peu que je viens de voir, regarde. Les roues sont usées. Sont usées, oui. Sont usées, donc c'est d'origine. C'est d'origine. C'est vraiment superbe. Hein. Au départ, Florence collectionnait les poupons pour lesquels elle cherchait des landaux. Au fil du temps, ce sont les poussettes qui sont devenues sa passion. Et sur ce sujet, Pierre n'est pas en reste. Bon, j'aurais préféré au départ que ma femme collectionne des dés à coudre, ça prend moins de place. Mais bon, ma foi, c'est très émouvant parce que c'est l'enfance. Ça reste quand même le patrimoine. Et puis le travail qui était fait par les artisans surtout. Ils faisaient des choses magnifiques. Hein. Il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas tout ça. Pour dater leurs dernières acquisitions, Pierre et Florence consultent toujours leurs anciens catalogues de vente, chinés sur les salons des vieux papiers. Chaque landau, c'est comme les voitures automobiles, ils ont des formes selon les années. Et c'est pareil pour les landaux de poupées. Et donc les catalogues nous servent à dater un landau à 1 ou 2 ans près. Ça, c'est les charrettes. C'est marrant, mais c'est pas ça. C'est les charrettes. Charrettes, ça c'est pas ça non plus. Ça, on commence à approcher. Ça. Ah ben celui-là, tiens. Celui-là, il lui ressemble vraiment. Regarde, il y a la même forme comme ça tout à ici. Fait. Les roues, c'est pareil. Typique. Tu vois, c'est 1890. Ce landau ira rejoindre tous les autres. Florence en a déjà beaucoup et elle les a tous en tête. Alors celui-ci va aller avec ses compatriotes américains. Il va avoir le numéro 373. Ben là, c'est un petit peu ma petite salle d'exposition, mon petit musée personnel à moi. Quand je viens ici, je retrouve un petit peu mon enfance parce que j'ai jamais eu beaucoup de jouets et j'avais pas de landau. Donc on se fabriquait nos landaux nous-mêmes. Florence a retrouvé tous les jouets qui la faisaient rêver petite. Puis des landaux d'enfants sont venus s'ajouter à sa collection, au point qu'aujourd'hui, elle couvre 160 ans d'histoire. Voici son modèle le plus ancien, une charrette de 1852. C'est l'ancêtre de la poussette. Ça servait à promener les enfants dans les parcs, mais des enfants qui marchaient déjà. Et comme c'était réservé aux familles très très riches, des notables, donc il y avait les nurses qui prenaient les enfants, qui les mettaient dans cette charrette. C'était tiré par des chiens ou des chèvres. Je l'ai payé à l'époque 1800 francs. Soit environ 280 €. En piteux état, la charrette lui a demandé un vrai travail de restauration. Moi, ce que j'aime, c'est sauver une pièce qui aurait pu mal finir parce que bon, il n'y avait plus rien de joli dessus. Il y a des gens qui vont mettre des pots de fleurs dedans et je trouve que c'est pas l'origine. Ça servait à mettre des enfants. Donc il faut garder l'origine. Et ça, pour moi, sauver une pièce comme ça, c'est formidable. Ce modèle imitait les diligences de l'époque. Plus tard, ce sont les automobiles qui ont servi d'inspiration. Les fabricants voulaient proposer des modèles qui soient dans l'air du temps. Alors ici, vous avez un landau des années 1936. Je l'ai acheté dans une brocante, dans l'Orne. Il est en état d'origine. C'est une marque L'Étoile, donc un landau français. En général, ils avaient toujours une petite étoile ou sur la capote ou quelquefois sur les garde-boue quand ils étaient un peu plus larges. Les garde-boue étaient proposés en option aux clients. Ils accentuaient encore la ressemblance de ces landaux avec les tractions de l'époque. Donc on retrouve la même forme, les roues de secours à l'arrière, fausses roues de secours,
mais qui pouvait se démonter quand même. Alors éventuellement, s'il manquait un enjoliveur sur ce landau, on pouvait le prendre derrière et le mettre. C'était surtout un argument de vente de mettre ce genre d'accessoires dessus, parce que les personnes qui avaient peut-être l'attraction, la maman avait envie d'avoir le landau qui ressemblait à la voiture du papa. En 1936, tous les couples ne disposaient pas d'une voiture à assortir à son landau. À l'époque des congés payés, ils pouvaient alors opter pour cet autre modèle, pensé pour voyager à vélo. Il y avait un système où on baissait la poignée et le landau restait suspendu sur la roue arrière, donc facile à diriger. Pour installer le bébé à l'intérieur, on ouvrait les compas, on ouvrait la capote, on couchait le bébé dedans. S'il ne faisait pas très beau, le bébé était protégé puisque la capote arrivait bien en avant. Donc c'était une belle invention, je trouve, pour pouvoir partir avec les parents sans avoir de voiture automobile. J'ai dû le payer dans les, je pense que c'était dans les 600 francs. Soit à peu près 90 €. Un bon prix pour un modèle rare qui n'a duré que 2 ans. Il est très regardé, il est très demandé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce modèle. Donc je suis assez fière de moi. Aujourd'hui, les petits-enfants de Florence ont grandi. Alors, dès qu'elle en a l'occasion, elle invite les petites filles du voisinage à découvrir sa formidable collection. Moi, le mien, il dort. Et toi? Oui. Un vrai paradis pour ces petites filles qui s'amusent à jouer à la maman. Cette charrette-là, on pouvait mettre 2 bébés dedans. Donc quand tout allait bien, on les mettait face à face. Quand ils étaient en colère, on pouvait les mettre 2 à dos, comme ça ils ne se voyaient plus. Quand on voulait qu'ils regardent la maman ou la nurse qui était devant, donc on les mettait dans ce sens-là. Alors tu l'installes de ce côté-là. Tu m'apportes ton bébé? Doucement, doucement quand même, hein. Une occasion unique pour Florence de leur redonner vie. Pur produit normand. Ça, c'est croquant, c'est adorable. Je le reconnais, c'est des vrais. Elles ne sont pas Rien. parfaites, elles ont des petites taches, c'est tout ce qui fait la qualité. Voilà. C'est très bon. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Bonne Au journée. revoir. Yes. Bonjour. Ça se passe bien? Très 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 bien. Alors voilà, moi je venais découvrir et faire découvrir tout le mobilier normand. Ouais. Juste une première question. Les armoires normandes, c'est vrai que moi j'en ai connu, évidemment. Ma grand-mère en avait une, mais j'ai l'impression que tout le monde en a eu dans sa famille. Comment ça se fait que spécifiquement cette armoire-là se retrouve partout en France? Alors cette armoire-là, ce qui fait sa particularité, c'est que d'une part, c'est qu'elle est de qualité. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'abîme jamais, ces armoires-là. Mais c'est du bois dur. C'est fabriqué avec des arbres normands, le chêne normand, Tout à fait. qui est un bois particulièrement dur. Voilà, tout à fait. Ce qui fait ça aussi, c'est que le bois était coupé principalement, soit en période de pleine lune, quand la sève était montante, ou alors en période entre Noël et le 1er janvier, où la sève était au repos. Et ça permettait que le bois soit plus résistant. Ce sont des armoires qu'on offrait au mariage, c'est ça? Alors on nous ferait au mariage, voilà. Dès qu'il y avait la naissance d'une fille dans une famille, le papa choisissait sur les terres de la propriété ou les terres de la ferme, le chêne. C'est un peu la dot de la fille, quoi, qu'on prépare avant. C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Ça existe encore, cette tradition, dans la région? C'est plus rare, c'est vrai que c'est plus rare, mais ça m'arrive de temps en temps que certaines familles viennent me voir. Ouais. Et on vous commande ça, cette armoire, Voilà. pour plus tard. Alors le papa vient avec sa fille et fait choisir sa fille. Ah, c'est voilà. là où ça a évolué. Voilà. Aujourd'hui, la fille choisit, vraiment. Alors Mathias, c'est quoi exactement les spécificités de l'armoire normande? Moi, je connaissais surtout voilà, la corniche qui déborde. Voilà, la corniche large, voilà. Ouais. Il y a une autre particularité quand même de ces armoires normandes. En général, elles ont le style Louis XV, c'est ça? Ouais. Donc je reconnais avec Par les rapport pieds aux pieds, la courbés traverse. en escargot. Tout à fait. Les pieds, la traverse, les moulures au niveau des portes. Après, on reconnaît aussi par rapport à sa qualité au niveau du chevillage de l'armoire. L'armoire normande a son chevillage. Voilà, elle est chevillée de A à Z, c'est-à-dire qu'on peut la démonter. Allez, il suffit de retirer toutes les chevilles, elle est complètement démontable. Elle est entièrement démontable. Voilà. L'armoire normande, c'est l'ancêtre du meuble suédois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah, c'est formidable. Hop, c'est ici. Voilà. Mais ça les abîme pas du tout, de les monter et de les remonter? Mais non. Le meuble normand est d'une qualité, c'est exceptionnel comme qualité. C'est l'amoureux du meuble. Voilà, l'amoureux du meuble. Tu peux regarder déjà rien que par rapport aux sections du bois. Dans le temps, n'hésitez pas à mettre des grosses sections pour que ce soit solide, que ça dure, et penser à l'avenir. En
fait, il n'y a pas une armoire normande. C'est ça, Mathias? C'est suivant chaque région de Normandie, Voilà. on a des armoires différentes. Vous avez plusieurs armoires normandes. Donc là, elle est sobre en sculpture. Donc ça devait être une petite ferme qui devait avoir cette armoire-là. Parce que plus l'armoire était riche en sculpture, plus les gens étaient plus ou moins aisés. Ça veut dire que j'en vois une autre derrière toi. Donc ça, c'est un décor. Ici, donc ça, c'est il y a plus riche. énormément de sculptures. Voilà. Ça, on est dans une famille plus riche ou dans une région de Normandie plus riche? Alors ça, c'est une autre région. Un peu les deux peut-être. Voilà. Là, c'est un décor de la région viroise. Ah oui, alors attention, c'est pas une armoire, c'est un décor. Donc le bas, principalement, c'était pour mettre la vaisselle et le haut pour la verrerie. Et on retrouve, pour prouver que c'est un décor de mariée, on retrouve le panier avec les fleurs. Ah, qui est vraiment le synonyme du mariage. Synonyme du mariage. Alors c'est soit le bouquet, ou ce qu'on retrouve aussi énormément, c'est les 2 colombes. J'ai l'impression que le prix de ces meubles a un peu baissé. Ah ouais, effectivement actuellement, les meubles ont quasiment chuté de 50%. Ah, c'est énorme. Ouais, en combien de temps? En une dizaine d'années peut-être. Ah oui. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, il y a vraiment des bonnes affaires à faire au niveau du meuble, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça va revenir. Hein, ça va revenir. Voilà. C'est le moment d'investir dans le mobilier Voilà. normand. Est-ce que tu peux me donner une fourchette de prix? Une bonne tiers comme ça, si je veux m'offrir une bonne tiers, parce que ça c'est plus dans mes dimensions Voilà. de parisienne que je suis. Là, en prix restauré comme ça. Ah oui, tu as refait les étagères. Tout à fait, les étagères ont été restaurées. Donc là... En tarif, on va être entre 1000 et 1200. D'accord. Pour une petite bonne tiers normande comme celle-ci. La bonne tiers, c'est bien l'armoire, une seule porte, on les trouvait plutôt dans les chambres. Hein. Tout à fait. Qui servait essentiellement pour mettre les bonnets ou les coiffes des dames. Ah, ça je ne savais pas. Tu vois, je t'apprends quelque chose. Voilà. D'où le nom bonne tiers. D'où le nom bonne tiers. Bah, merci beaucoup Mathias pour l'initiation aux meubles normands que tu viens de m'offrir. Bah, je te souhaite une très bonne journée de brocante. Et à très bientôt, avec plaisir. Ça marche. Au revoir. Salut Aglantine. Oh là là! Stop, 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 stop! Vous m'avancez? Ouais. Allez-y! Je vais m'offrir un instant une petite pause. Mais vous allez continuer à parcourir la région avec Tristan, un brocanteur installé à une trentaine de kilomètres d'ici. Il va vous emmener sur les routes de Normandie pour chiner et vous allez voir, il a l'œil d'un pro. Il sait repérer les bonnes affaires et surtout, il va nous livrer toutes les astuces et les trucs pour devenir, nous aussi, les rois de la Chine. Petit village de 800 âmes au nord-ouest de la France, nous sommes à Moulins-la-Marche, dans l'Orne. Et voici Tristan Baria. Il est brocanteur dans la ville de Sées. Depuis 27 ans, il sillonne la région à la recherche de la perle rare. Il y a beaucoup à faire encore dans l'Orne. C'est un département rural où il y a encore pas mal de petites brocantes à droite, à gauche, où il y a encore pas mal de choses dans les maisons, les vieilles fermes. Donc j'ai tout un circuit que j'essaie de faire toutes les semaines pour trouver certaines choses intéressantes. Son point de Chine aujourd'hui, une grange aux volets bleus. Décapage? Oui, salut Tristan. Salut Sophie. Tu vas bien? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu as de neuf? Rien de neuf, plus que du vieux, c'est le but. Dans cette brocante, où il a ses habitudes, Tristan procède toujours de la même manière. Alors moi, le conseil que je donne quand on arrive dans un lieu comme ça, c'est de parcourir le magasin, de dégrossir un petit peu, de voir ce qui correspond à ce qu'on recherche. Et après, on revient sur les objets qu'on a repérés. Et puis on les prend en main, on affine les choses. Et ce qu'il recherche précisément, ce sont les objets d'art populaire, comme ce buste de femme, typique de la région. La marotte, c'est un objet qui est du 19e, et ça servait à présenter les coiffes. Donc là, la marotte, elle a une coiffe de travail, mais généralement, c'était les belles coiffes du dimanche qu'on mettait dessus.
C'est un carton bouilli et après il y a un enduit dessus et c'est peint. Donc là on voit bien la coiffure, hein, qui est une coiffure plutôt de la fin du 19e, début 20e. Bon, son état est un peu moyen. Là, on voit bien les impacts, hein, les chocs qu'il y a eu. Donc l'enduit a sauté, les personnes ont recollé plus ou moins maladroitement. Et puis on voit bien le choc également sur le bout du nez. Et comme c'est du carton, il ne faut pas que le carton ait pris l'humidité. Enfin bon, c'est des objets vraiment fragiles, quoi. Mais attention, les marottes ont été beaucoup copiées. Pour ne pas se tromper, Tristan nous montre comment bien vérifier leur authenticité. Première astuce. Les yeux, comme la bouche, c'est un papier qui est découpé et qui est collé. Les neuves, les copies, tout est peint. Mais la meilleure des garanties reste la signature. La maison d'Angers, c'était une maison parisienne, brevetée. Là, il y a une date, voilà, 1878, médaille d'or. Donc là, ça garantit vraiment que c'est une marotte ancienne. Un objet authentique de plus en plus rare, ce qui explique notamment son prix. 450, 500 € à peu près. La même marotte, en très bon état, peut aller jusqu'à 600 €. Ah bah ça, c'est vraiment typiquement normand. Les marque-beurre. En Normandie, on chine les objets du coin. Et forcément, dans une région renommée pour son beurre et sa crème. Donc ça, c'est le moule vraiment typique à beurre. On mettait le beurre à l'intérieur, on tassait, et il y a un petit dessin dans le fond qui marquait la mode de beurre. Chaque motif permettait d'identifier le producteur. Tristan nous montre comment les dater précisément. Ça, à mon avis, ça doit être des années 1920, 1930 à peu près. Ça se voit à la quincaillerie, aux pattes en acier avec les vis comme ça, le petit crochet. Et le motif qui est un peu, vous voyez, les feuilles sont pas cubiques, mais les angles, les arêtes sont très marqués. Un dessin dans le style art déco de l'époque. Et là également, c'est un autre système qui est plus simple, où on tamponnait. Bon, celui-ci est peut-être un petit peu plus ancien. Il a vraiment beaucoup fonctionné parce qu'il y a toute une patine. Les reliefs sont moins marqués. 45 € pour le moule art déco et 35 € pour le tampon. Tristan les achète sans hésiter. Il sait que ces objets du patrimoine trouveront sans aucun doute preneur. Ouais, bah c'est sympa. Dans une brocante, il faut toujours être aux aguets. Avec son expérience, Tristan ne va pas passer à côté de ces deux drôles d'éventails dont il reconnaît la valeur au premier regard. Ça peut servir effectivement d'éventail, mais en fait, ça, ce sont des écrans à main. Lorsque les femmes faisaient salon devant la cheminée, c'était un moyen pour se protéger la joue. Ça évitait d'avoir la joue toute rouge par le feu. On trouvait ça beaucoup dans l'aristocratie, chez les bourgeois également. Voilà, on ne trouvait pas ça n'importe où. L'usage de ces accessoires s'est beaucoup développé au XVIIIe siècle. Composés d'une plaque de carton clouée sur un manche, ils étaient décorés de sujets peints et de gravures. Là, on voit bien donc l'image centrale, hein, c'est un chien avec un loup, et donc la fable 7, le chien qui porte à son cou, voilà, le dîner de son maître. Alors, si vous voulez chiner ce genre d'objet, il faut vraiment tenir compte de l'étape. Donc là, on voit bien, tout est d'origine, tout est nature, excepté le manche qui a été changé. Mais ça n'altère pas du tout l'objet, hein, parce que ce qui est très important, c'est surtout le motif central. En carton, ces objets ont mal résisté à l'épreuve du temps. Il en reste très peu aujourd'hui. Bah, moi, je dirais que juste un écran à main comme ça, il faut compter aux alentours de 200-250 € à peu près tout seul. D'un point de vue commercial, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça se vend sans problème. Édités en collection, ces accessoires sont d'autant plus prisés lorsqu'ils sont en lot. Il ne faut donc pas hésiter à les chiner. C'est marrant. C'est un travail de tranchée ou travail de poilu. Avec le centenaire de la guerre de 14-18, les objets que les poilus confectionnaient sur le front ont pris de la valeur. Tristan sait qu'il y a des collectionneurs pour peu qu'ils soient en bon état, comme pour cet encrier. C'est un bois blanc qui est très tendre. En fait, c'est taillé dans la masse et pour faire le tiroir, il a été obligé de vider et on voit tout dans le fond, les coups de lame. Bon, il a fait ça avec un couteau, quoi. Donc il a récupéré une tête d'obus pour faire l'encrier.
Pour faire les pieds, il a récupéré des petites douilles de balle. Il a fait des inclusions de cuivre, hein, donc qu'il avait dû récupérer certainement sur des douilles. Donc il a fait la croix de Lorraine et il a fait un blason avec monogramme, certainement à ses initiales. Et il est en parfait état, il n'a jamais été restauré, il est tout nature, tout dans son jus. Ces objets sont d'autant plus précieux qu'ils sont uniques. En plus, on peut se faire plaisir pour 65 €. C'est vraiment un objet intéressant. Bon, à bientôt, Sophie. Merci. Avec ses 2 marque-beurre, les écrans et l'encrier du poilu, Tristan repart sillonner les routes riches de ses dernières trouvailles. Savez-vous que les forêts recouvrent presque 20% du département de l'Orne ? Celle-ci, c'est la forêt des Andennes. Elle fait 7000 hectares et si on y croise des randonneurs en cette saison, ils viennent surtout pour la cueillette des champignons. Aucun des chineurs normands que j'ai croisés n'a réussi à boire dans ce pichet mystère sans se mouiller. Vous êtes prêts pour un indice ? Regardez bien. Mon objet mystère a un trou ici, juste là, sous l'anse. Un trou là, il y en a un autre à l'intérieur. Et celui-ci. Est-ce que vous avez trouvé? Pas encore? On continue. Pour boire dans ce pichet, devinez son secret. Il y a un truc, c'est sûr. Mais voilà. Ça doit couler par là? Oui. Mais je vais me mouiller si j'essaye. C'est pas là, non, ça doit rentrer par là et ça sort par là, non? Ça doit sortir autour comme ça rentre là, ça doit sortir là et ça sort par là. D'accord, et comment ça rentre là? Ah, alors là, franchement, je ne sais pas. Peut-être en aspirant. Alors essayez juste d'aspirer comme ça. Ça marche pas. Hein. Non. Et j'ai rien transformé. C'est comme ça, c'est d'origine. Ah non, c'est pas comme ça. Tu passes pour un imbécile avec ça. Non, pas du tout, monsieur. Pour un maladroit peut-être. Et si on le penche pas et qu'on aspire? Ah ben non, ça peut pas. Si on le penche pas et qu'on aspire? Ah si, ça marche quand même. Ça marche? Ouais. Il faut pas le renverser. J'ai entendu une sorte d'aspiration de vide, monsieur. Vous êtes en train de tricher. Par là. Recommencez pour voir. Faut pas le... Non. Allez-y, vous buvez là. Non. Ah. C'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Et non, encore perdu. Je vous livrerai donc le secret de mon pichet mystère dans quelques minutes avec le brocanteur qui me l'a prêté. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on, join the band. Chaque semaine, Jour de Brocante vous emmène découvrir des gîtes ou des chambres d'hôtes entièrement meublées brocante. Eh bien aujourd'hui, nous allons chez les Baudru, en Normandie. Et vous allez voir, le couple va nous faire partager plus de 30 ans de passion pour la Chine. De quoi nous donner des idées. C'est en Basse-Normandie, dans le village de Saint-Hilaire, que Pascal et sa femme ont ouvert leur maison d'hôte, chez nous hôtes. Ici, le passionné de brocante, c'est Pascal. Il intègre ses objets chinés dans tous les recoins de sa propriété. Ça commence dès le patio, où les objets en zinc accueillent les invités. Et j'ai plein de zinc parce que j'aime le zinc, ça vit. C'est de la décoration, le zinc, il ne faut pas rêver. Hein. Autant les brocs, les seaux, les gamelles. Moi, ce qui me plaît dans le zinc, c'est la patine, la couleur. On peut imaginer n'importe quoi avec du zinc. Et ça c'est énorme. Une source d'inspiration sans fin, comme en témoigne cette table qu'il a customisée avec différentes plaques de zinc cloutées entre elles. J'ai pris une table bistrot et je l'ai mis dessous, qui me permet vraiment à faire maintenant une table de travail sympathique. Tout ça pour 10 €. Et à 10 €, on n'a même pas un bouquet de fleurs. Mais c'est lorsque l'on entre dans la maison que la passion de Pascal prend tout son sens. Des centaines d'objets chinés envahissent chaque recoin de l'espace. Et ce, dans toutes les pièces. Très créatif, il n'hésite pas à créer du mobilier avec ses trouvailles de brocante. En ce moment, j'ai la maladie de transformer tout en lampe. Le problème, quand
une maison un peu brocante, pour trouver des lampes qui s'harmonisent bien, c'est pas facile. Tout objet chiné est matière à transformation. Ancien projecteur, ustensiles de cordonnier, mécanisme de vieille horloge, ou encore plus original. Cette lampe-là, c'est un porte-obus que j'ai trouvé dans un vide-grenier il y a quelques années. Il suffit qu'il y ait un beau défaut, un bout de cassé. Là, ça se négocie à pas cher. J'ai payé ça une dizaine d'euros. Ce qui est bien dans les vides-greniers, c'est qu'avec 50 euros, on passe toute la matinée et on a l'impression d'être riche. Tout ça avec des pièces de 2 euros. Mais Pascal aime aussi chiner les très belles pièces, à l'instar de ce comptoir dans l'entrée, l'un de ses meubles préférés. Un comptoir que j'ai acheté à une vente aux enchères. Et quand le commissaire-priseur a tapé le marteau, comme quoi ça m'appartenait, j'étais heureux. Je suis arrivé à 110 euros. C'est donné. Et là, c'est marqué comptoir du Perche parce que ça existait. C'était un fleuriste. J'aime bien parce que les gens ont travaillé, il y a des empreintes. Et ça, c'est merveilleux. Regarde, il y a les moulures, t'as un petit peu tout. C'est merveilleux, je trouve. Et puis voilà. Suivant. Ce passionné de Chine n'hésite pas à cumuler les objets, au point que certains de ses coups de cœur deviennent de véritables collections. Que ce soit d'anciens guides gastronomiques, de vieilles boîtes publicitaires en fer, ou encore des porte-cigarettes. Et tous ces fumes-cigarettes, je les ai chinés un par un. La collection a commencé, j'en ai trouvé un beau, un deuxième, un troisième, et là, ça va faire 15 ans que je collectionne les fumes-cigarettes. Donc c'est or, argent, ambre, il y a un mélange de tout. Celui-là, il a fait l'exposition de Paris 1937. Moi, je les chine une dizaine d'euros. Il y en a qui les vendent 30, 40 euros. C'est ce que ça cote à peu près à l'heure actuelle. Celui-là, on faisait ça. On mettait la cigarette au bout. On se prenait pour une star. Dans les chambres aussi, la décoration brocante prend toute sa place. Dans chacune d'entre elles, on croise des pièces chinées, détournées et parfois même personnalisées. Un tout qui leur donne une atmosphère incomparable. Tout est des objets chinés. Et ça amuse les gens. Et c'est ça qu'il faut. Il y en a qui me disent, il faudra qu'on revienne parce qu'on n'a pas tout vu. Chineur, mais aussi bricoleur, Pascal a fait preuve d'imagination pour les fenêtres des chambres. C'est pas beau une fenêtre. C'est moche. Mais on cache. Et qu'est-ce que j'ai fait? Des petits encadrements de tableaux. Au moins, ça a de l'allure. Je l'ai fait un peu partout dans les pièces. Et je trouve ça bien, ça a de la gueule. On bidouille, c'est de la bidouille. Ici, j'ai fait ça qu'en bidouille. Hein. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on peut aller avec vous un dimanche en brocante? Je dis, d'accord, si vous venez à 6h du matin avec moi, si vous arrivez à 6h10, je suis parti. Et généralement, ils sont là. Je leur dis, vous n'amenez pas beaucoup d'argent, on va faire avec ce que vous avez dans votre poche. Et on s'amuse toute la matinée. Et mes clients sont contents. Dans la salle de bain, Pascal est allé jusqu'à remplacer les carreaux de la fenêtre par d'autres, chinés eux aussi. Ça, c'est des vitraux. Pareil que j'ai chiné 50 € si ma mémoire est bonne. Je suis tombé nez à nez devant et je me suis dit, ah, ça y est, je sais où je vais mettre ça. Et j'ai posé ça là. Je trouve que ça a une âme. Et c'est ça la brocante, c'est ça toute la Chine, c'est de mettre en valeur tous les objets qui n'existent plus ou presque plus. Et si vous vous demandez comment est sa cuisine, elle est dans la même idée que le reste de la maison. Ici, se cumulent des collections de planches à découper. On va faire un petit apéro à mes hôtes. Une autre de cloches à fromage. Boudin au calva. Et enfin, de casseroles en cuivre. Guidés par sa femme, les hôtes sont conviés à un apéritif. L'apéritif Percheron maison. Ah, du beau pâté, du boudin. Et comme à chaque fois, au cœur de la discussion, les curiosités de la maison.
Et ce qui est impressionnant dans cette maison, c'est tout ce qu'on peut trouver, des petites choses qui ont été chinées, des objets qui ont été détournés, c'est quand même c'est superbe. Allez, trinquons à la santé les enfants, du père, trinquons notre des con. clients, des amis. Et surtout, à la brocante. Je crois qu'il est temps maintenant de tout vous dévoiler sur l'objet mystère du jour. J'ai fait toute la brocante en long, en large, toute la journée. Franchement, personne n'a réussi à trouver comment on se servait de cet étrange pichet. Alors je vais retrouver tout de suite le brocanteur qui me l'a prêté. Il s'agit de Jean-Jacques qui est là. Venez avec moi, il va tout nous expliquer. Jean-Jacques, me revoilà. Oui. Avec cette drôle de pichet. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé comment s'en servir? Non. Pas du tout. Mais non, ils n'ont pas pourtant, deviné. Alors c'est vrai que c'est pas évident. C'est un Alors petit secret, montrez-nous. ouais. C'est une faïence de Malicorne, dans la Sarthe. Ah, c'est Malicorne qui voilà. faisait ça. Et pour arriver à s'en servir, il y a un secret, c'est qu'en dessous l'anse, il y a un petit trou. Il y a un petit trou, certains l'ont remarqué. Hein. Oui. Le petit trou qui est ici. Le petit trou qui est ici, voilà. Et puis on bouche le trou et on aspire. Ah, ça sert comme une paille en fait. C'est pas sorcier. Formidable. Hein. Il y a même un grand modèle, un peu plus grand. Il y a un grand modèle. Ah oui, il est là. Ça s'appelle un pichet secret, c'est ça? Voilà, voilà. Ah, là, il y a plus d'explications. Buvez, je le veux bien, mais Ça, sachez placer votre main. Ça date de quand? Ça, c'est des années 30 à 50. Mais il faut essayer que tu le bois un coup. Il faut que je le oui, boive. là. Alors, je bouche le trou. Et tu aspires, c'est de l'eau propre, et les pichets sont propres pour aspirer fort quand même. Et Ça marche très bien. Je vais essayer avec du jus de pomme, hein. Soyons local jusqu'au bout. Si j'ai envie de ramener ça pour faire rire les enfants, ça coûte combien? Ça, c'est à 45 € pièce. 45 € pour un gros comme ça, Voilà. et celui-ci? Pour les 15-25 €. 15-25 € pour rigoler, et c'est assez sympa. C'est très Oui, c'est un petit original. truc, Et rigolo, franchement, voilà. Jean-Jacques, ça nous a bien amusé pendant Ben la voilà, journée. pour Ça a toute intrigué la journée, beaucoup de monde. voilà. Bon, Ben, c'est merci beaucoup pour cet Eh objet ben. mystère, pas comme les autres, qui nous a ravis. Bonne journée. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Et voilà, jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui. D'ailleurs, il est temps, le temps change très vite ici. Je remets mon petit Bob. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec toujours plus de rencontres, plus de découvertes. Bonjour monsieur, je m'abrite. Hein. Vous remballez pas, vous? Si. Il est temps là, hein, il pleut. Il va être temps, oui. Tout le monde remballe. Vous pouvez me retrouver aussi tous les week-ends en compagnie de Bernard Poirette sur RTL à 9h40. Je vous souhaite une très belle journée de Chine. Demain, il fera plus beau, c'est promis. N'hésitez pas à continuer à chiner. À très vite. Je reste un peu avec vous, moi.